va attaquer. Peut-être que les autres vont me rejoindre au fur et à mesure s'ils trouvent le chemin d'Assad. Alors, on est ravis. Donc, moi, je suis Mirabel Rousseau, je suis metteur en scène dans la compagnie TOC en Ile-de-France. Et j'ai assuré la médiation entre nous et le partage de la parole ce matin. Alors, on a prévu, donc on est ravis de vous avoir avec nous pour cette troisième conférence, table ronde organisée par le PC en préparation de la conférence sur la culture qui se tiendra à la rentrée au mois de septembre, 28-29 septembre. Et du congrès du parti qui aura lieu, lui, en novembre. Alors, ce matin, on a prévu 4 intervenants. Donc d'abord, Jean-Pierre Wurtz qui va nous faire une courte introduction, suivi d'une intervention de Jean-Jacques Barret qui va nous donner un petit son de cloche économique. On a aussi parmi nous François Chenet, qui est là-bas, qui est économiste à Paris 13 et qui a la liberté d'intervenir absolument quand il le souhaite. Et ensuite, on entendra un peu plus longuement, j'espère, Mathieu Grégoire et Julie Brochen. Voilà, donc je présenterai chacun au fur et à mesure très rapidement. Et puis évidemment, on fera des allers-retours avec vous après peut-être chaque intervention. Hein. Voilà, et à la fin, l'objectif étant de s'arrêter à 13h pour réattaquer à 14h. Alors. À 12h45, on est le temps de l'apéro, puisque on a prévu l'apéro de vin et de frais. Petit apéro. Alors, je rappelle un peu le thème de la journée, c'est marchandisation de la culture, résistance et reconquête. Jean-Pierre, très rapidement, toi tu as été directeur de l'association de la Maison de la Culture de entre 1976 et 82, et ensuite tu as été inspecteur général. Ce qui est devenu la filature parmi la scène nationale. D'accord. Et ensuite tu as été inspecteur général au ministère de la Culture entre 1982 et 2010. Voilà, et tu as été également, j'ai vu, conseiller artistique au Festival de Naples. Notamment. Autre chose. Je te donne la parole pour ton intervention. Très bien. Oui, j'étais inspecteur général du théâtre, je précise. C'est un principe fondamental du capitalisme que de transformer en marchandise tout ce qu'il touche. Pourquoi les arts, les savoirs, l'éducation ou la formation échapperait-elle à cette règle? Pour n'évoquer que le domaine des arts, de la création et de la diffusion culturelle, qu'il s'agisse du spectacle vivant, du cinéma et de l'audiovisuel, de l'édition ou des arts plastiques, sans oublier l'irruption du numérique, on peut même considérer que nous sommes entrés dans une nouvelle ère, celle de la financiarisation, celle de l'arrivée des investisseurs de la banque qui accaparent des activités qu'ils avaient tendance jusque-là à sous-estimer. C'est là une question primordiale pour les communistes, attachés à la fonction émancipatrice de la culture, de l'éducation populaire, de la création artistique, à son appropriation par le plus grand nombre. C'est également en lutte permanente que sont les communistes contre l'irruption et la pression croissante d'un marché qui se nourrit de nos aspirations, de nos désirs, de notre imaginaire. La marchandisation de la culture n'est certes pas nouvelle. C'est un phénomène qui avance masqué, difficile à mesurer avec précision, tant les sources divergent sur les contours de ce champ. Le secteur des biens et services culturels représente en France environ 80 milliards d'euros, qui sont à rapprocher du niveau de l'intervention publique, qui stagne aux environs de 10 milliards d'euros pour ce qui est du ministère de la Culture et des collectivités territoriales, plus 4 à 5 milliards de budget culturel des autres ministères.
notamment les affaires étrangères et l'éducation nationale, y compris la tutelle de la vie associative et des amateurs hérités tout récemment de la jeunesse et des sports. Soit en tout état de cause, une intervention publique qui représente moins de 20% de la dépense totale, les 80% restants étant à la charge du, entre guillemets, consommateur. Rappelons fortement en ouverture de cette table ronde la lutte passionnée menée depuis des décennies sur le thème de la marchandisation par notre camarade Jacques Rally. Fondateur et animateur infatigable des États généraux de la culture, Jacques, qui, sans avoir jamais été installé rue de Valois, fut en fait un grand ministre de la culture. À l'appui de ses idées, Jacques Rally maniait à merveille l'art de la citation. De lui, je citerai à mon tour ce condensé parfait, ce regard testamentaire sur la politique culturelle française, rappelé par France Culture le 13 novembre 2017, au lendemain de sa disparition. Je le cite. « On est passé d'une grande politique publique nourrie du Front populaire et de la libération à une communication culturelle, puis à une marchandisation culturelle, ensuite à une financiarisation culturelle, enfin à une mise sous tutelle des affaires de l'esprit par l'esprit des affaires. » On reconnaît bien là le style de Jacques. C'est de ce processus pervers et des moyens de le contrer dont nous allons débattre aujourd'hui et contre lequel nous allons livrer bataille. Je rappelle le contexte. La vie culturelle française s'organise autour de deux grands pôles, public et privé, avec entre les deux un large tiers secteur riche en idées, sinon en moyens. Au sein du pôle public, de droit public ou d'initiative publique, l'État et les collectivités territoriales, communes, intercommunalités, départements, régions, gèrent directement ou par l'intermédiaire d'établissements publics tels que les EPIC ou les EPCC, par délégation à des associations conventionnées, voire à des structures de droit privé, comme par exemple les SARL pour les centres dramatiques nationaux, de nombreuses activités. Patrimoine monumental, archives, musées, art contemporain, bibliothèques, établissements d'enseignement artistique, théâtres nationaux, et je salue l'ancienne directrice Julie Brochen d'un théâtre national, celui de Strasbourg, ici présente parmi nous en qualité d'intervenante. Théâtre de ville également, scène nationale, centres dramatiques nationaux, centres chorégraphiques, orchestres. Une part importante de l'audiovisuel demeure publique, en dépit de la rentabilité de ce secteur. Notons la précieuse spécificité française des fonds de soutien, dont celui qui préside au financement du cinéma est le modèle, et qui constitue une forme originale de cogestion d'intérêts privés et publics au service de la diversité des expressions de la recherche et de l'innovation. On citera le CNC, Centre national du cinéma et de l'image animée, le CNL, Centre national du livre, la STP, Association de soutien pour le théâtre privé, pour l'essentiel parisien, ou encore le CNV, Centre national de la chanson, de la variété et du jazz. C'est là un système d'économie mixte et mutualisé qui vaut d'être défendu et qui, démocratisé, pourrait être étendu à d'autres formes artistiques et culturelles. Il conviendra à cet égard de suivre attentivement la réanimation, entre guillemets, par l'actuel ministre de la Culture, du projet de Centre national de la musique, par exemple. En face, un pôle privé, de droit privé, d'initiative privée, à but lucratif, souvent contrôlé par de grands groupes nationaux ou multinationaux du domaine de l'audiovisuel, télévision, cinéma, musique enregistrée, multimédia, du livre et de la presse écrite. On y trouve aussi une cinquantaine de théâtres privés, essentiellement, comme je l'ai dit, parisiens. Une myriade de PME et PMI très actives, notamment dans le domaine du livre et de l'audiovisuel,
constitue un second marché. Le marché des arts plastiques est lui aussi composite, avec ses petites galeries et quelques sociétés anglo-saxonnes de vente, telles que Christie's ou Sotheby's, ou les consortiums. Par ailleurs, les professionnels de l'architecture, du design, des métiers d'art interviennent massivement dans le BTP et la publicité. Enfin, l'irruption du numérique dans tous les champs de la culture et le poids considérable des GAFA, des GAFAM, si on y joint Microsoft, soulèvent des questions inédites qui conduisent à repenser les processus de production, de diffusion et de partage des connaissances et des œuvres, sans oublier les questions de droit d'auteur et les problèmes sociaux. Entre ces deux pôles, un tiers secteur exerce son activité dans tous les domaines: théâtre, danse, arts plastiques, musiques actuelles, art de la rue, cirque, cinéma, audiovisuel indépendant, petits éditeurs de disques, du livre et de la presse, diffusion culturelle, nouveaux territoires, cultures urbaines, friches, squats, associations d'éducation populaire. Ces structures, parfois à but non lucratif, rarement rentables, souvent à statut associatif, sont le plus souvent issues de l'initiative privée d'artistes et d'acteurs culturels ou sociaux motivés et engagés. Elles se réclament parfois de l'économie sociale et solidaire. L'UFISC, Union fédérale d'intervention des structures culturelles, dont la déléguée générale Patricia Koller interviendra cet après-midi, regroupe bon nombre d'acteurs de ce tiers secteur, notamment dans le domaine du jeune théâtre, du cirque de création, des arts de la rue et des musiques actuelles. C'est un creuset de création, de recherche, d'appropriation populaire de la création artistique, un lieu de partage où ne se manifestent pas les investisseurs. Ce tiers secteur est certes d'initiative privée, mais soutenu peu ou prou sur des fonds publics. Il est le plus souvent investi de droit ou de fait de missions de service public. Parmi les travailleurs de tous ces secteurs, artistes, techniciens, administratifs, les ordonnances Macron, dans la suite de la loi El Khomri, commencent à produire leurs effets délétères: réduction d'effectifs, dénonciation d'accords collectifs, tentative de réduction des droits syndicaux. Je laisse le soin à Jean-Jacques Barré de souligner dans un instant les dégâts dans le domaine des arts et de la culture auxquels nous nous intéressons tout particulièrement aujourd'hui. Rappelons simplement le plan de démantèlement du ministère de la Culture révélé par les fuites sur les premières conclusions du groupe de travail sur CAP 22. Et que dire de la mauvaise farce, de la farce tragique de confier la sauvegarde du patrimoine national à un amuseur public, et du lancement ces jours derniers par le président de la République sous les ors de la salle des fêtes de l'Élysée du loto du patrimoine. Le loto du patrimoine, c'est tout un symbole. Dans une communication prononcée en septembre 2000 lors du Forum international de la littérature de Séoul, Pierre Bourdieu faisait le constat suivant: ce qui arrive aujourd'hui dans l'ensemble du monde développé, aux univers de la production artistique, est quelque chose de tout à fait nouveau et vraiment sans précédent. En effet, l'indépendance difficilement conquise de la production et de la circulation culturelle à l'égard des nécessités de l'économie se trouve menacée dans son principe même par l'intrusion de la logique commerciale à tous les stades de la production et de la circulation des biens culturels. Quand il écrivait cela, en 2000, il y a presque 20 ans, la France, grâce à la spécificité de sa politique culturelle et à l'engagement relativement fort de ses pouvoirs publics, était partiellement épargnée. Aujourd'hui, la prophétie est devenue réalité, y compris en France. Comment organiser la résistance? Comment organiser la reconquête? Ce sont évidemment là l'objet et la principale question qu'auront à se poser intervenants et invités à cette table ronde. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Pierre, super.
Donc je prends la suite de Jean-Pierre en développant la dimension économique. Rien d'étonnant, me direz-vous, puisque nous sommes là pour ça. Pourtant, je crois que nous sommes devant une sorte de paradoxe, nous les communistes. Comme en témoigne la constance de notre engagement depuis des décennies, nous avons une haute idée de la question culturelle. Nous n'avons pas cessé d'agir en faveur de la création artistique, toutes disciplines confondues, de l'action culturelle, des politiques publiques, que nous avons grandement contribué à créer, ainsi que de ce qu'il est convenu d'appeler l'éducation populaire, c'est-à-dire, entre autres, l'ensemble des mesures qui visent à l'appropriation des savoirs et des pratiques et de mise en branle de ce qu'on pourrait appeler l'imaginaire commun, ou mieux, l'imaginaire de chacun. Alors, et pendant ce temps, ils sont toujours restés très discrets, les communistes, sur ces questions. Comme si le fait d'évoquer la place de la culture dans l'économie, ou si l'on préfère la place de l'économie dans la culture, risquait de faire passer sous le boisseau la dimension émancipatrice. Alors, je crois que nous avons changé d'époque. La culture n'est plus seulement le lieu de pratique de fréquentation des arts et des spectacles, que l'on dit émancipatrice, mais qui sont encore le plus souvent fermés au plus grand nombre. Elle est devenue un secteur économique à part entière, qui pèse environ 5,2% de la valeur ajoutée, chiffre d'Eurostat 2016, et aux alentours de 80 milliards, comme le rappelait Jean-Pierre tout à l'heure. Alors, elle est aussi, et surtout, j'ai envie de dire, un monde du travail. Ce monde du travail mobilise près d'1 million de travailleurs, salariés, qui exercent des centaines de métiers. Ce sont aussi des auteurs de toute discipline. La précarité, il est beaucoup plus forte qu'ailleurs, et la protection chômage de celles et ceux qu'on nomme les intermittents constitue plus du quart, enfin, les intermittents constituent plus du quart des salariés du secteur. Angeline Barthes sera là cet après-midi. Angeline est secrétaire générale adjointe de la CGT Spectacle. Et Mathieu Grégoire nous en parlera longuement et solidement tout à l'heure. Alors, quant aux auteurs, qu'ils soient écrivains, compositeurs, plasticiens, etc., à l'exception des quelques-uns qui ont la chance d'écrire des best-sellers, des tubes, de collaborer au blockbuster, de pénétrer le marché de l'art, ils sont grandement dépourvus de toute protection sociale. J'avais envie de saluer notre ami Fromonteil, qui a été longtemps responsable du SNAP CGT et président de la Caisse de sécurité sociale des artistes plasticiens. Il n'est pas là, et je n'ai pas de nouvelles. Cela dit, Eugénie Dubreuil, qui a une éminente responsabilité dans ce secteur, pourra intervenir quand elle le veut dans la discussion. Alors, à ma place, si j'ose dire, on aurait dû avoir ce matin Dominique Sagou-Dubourg. Dominique ne pouvait pas, il était malheureusement indisponible, ainsi que sa collègue Nathalie Bourreau, qui a coécrit avec lui ce petit bouquin à la découverte du marché de l'art contemporain, que je vous conseille. Et dans le texte de présentation de notre journée, que nous avons évoqué brièvement un document que d'ailleurs Dominique avait analysé en sous-temps. C'est une étude que France Créative avait commandée à l'agence Ernst & Young et qui était parue à la fin de l'année 2015. Alors, parrainé par le président de la République de l'époque et tous les anciens ministres de la culture de la Ve République encore vivants, ils avaient mis les petits plats dans les grands. Ce rapport identifie 10 secteurs. La musique, spectacle vivant, audiovisuel, cinéma, jeux vidéo, presse, édition, radio, télévision et enfin publicité. Alors, France Créative est une plateforme en forme de think tank qui a été créée en 2012 et qui regroupe une douzaine d'organismes privés ou publics, sociétés d'auteurs ou assimilés, la SACEM, la SCAM, la DRGP, la SPPF, la DAMI, la Unifrance Film, le CNL. Intéressant ce mariage public-privé. Des syndicats d'employeurs comme la FESAC, le syndicat national de l'édition, des sociétés privées comme Live Nation, ou deux groupes de presse, Les Échos, La Montagne. Et j'avais oublié l'association des agences conseils en publicité, mais je crois que j'en oublie quand même. On notera au passage que le spectacle vivant y est représenté uniquement par Live Nation,
qui est la multinationale de concert que l'on dit la plus grosse au monde, qui s'implante avec armes et bagages et avec force dans le spectacle vivant en France aujourd'hui, les Zéniths, tout ça, etc. Et qui tourne des dizaines et des dizaines d'artistes bankable. Tous les artistes bankable sont tournés par Live Nation de France aujourd'hui. Alors France Créative annonce clairement la couleur. Il s'agit de regrouper les acteurs de toutes les filières, de tous les secteurs culturels et créatifs. Une paire de guillemets à culturel et créatif. Et de faire émerger dans le débat national et européen le poids de l'économie, toujours culturelle et créative, dans le but évident d'optimiser la profitabilité de ce qui est convenu d'appeler la culture, c'est-à-dire la production de marchandises et de services issus des différentes disciplines artistiques, car l'économie de la culture est essentiellement l'économie des arts, qu'ils soient vivants ou enregistrés. C'est un ensemble, à leurs yeux, de filières industrielles qui, notons-le quand même, parce que c'est le nœud gordien, si je puis dire, de la question, qui ont toutes pour point commun d'avoir à la racine de toute création, initiative, projet, un auteur. Alors, Dominique Sagaudu-Leroux analyse ce rapport dans une petite note qu'il a écrite peu de temps après sa parution et dont il souligne le caractère inédit et l'excellente présentation, mais pour mieux constater qu'il s'agit en fait d'un authentique travail de lobbying. Les industries culturelles sont présentées comme un formidable vecteur économique, tout ça entre guillemets, une source considérable d'emploi, mais note au passage que témoignages et entretiens décrivent un dynamisme qui paraît parfois un peu surjoué. C'est Dominique Sagaudu-Leroux qui parle. Ainsi, dans le secteur des arts plastiques et graphiques, le rapport dit que les artistes français s'exportent bien à l'étranger, ce qui est pour le moins excessif quand on sait la difficulté croissante des artistes français à être diffusés internationalement. Et par ailleurs, je cite toujours Dominique, l'absence de cadrage et de références théoriques sur les différentes économies de la culture, sur les enjeux en termes de rémunération des mutations technologiques, sur les risques liés à la production artistique, renforce cette impression d'un document plus stratégique que scientifique. Fin de citation. Alors, stratégique, c'est tout juste. Il s'agit de faire passer l'idée que les industries culturelles et créatives sont avant tout une source de profit, de dynamisme économique, de compétitivité, d'attractivité de notre territoire, sans qu'il soit jamais question d'autre chose que de la dimension monétaire des activités. Ce qui, vous en conviendrez, limite singulièrement l'intérêt de la démarche, et surtout change singulièrement l'angle d'attaque par rapport à ce que nous, y compris les précédents ministres de la Culture, etc., nous avaient habitués. Or, ils sont tous leurs photos en tête de ce rapport. C'est un rapport, on ne peut plus consensuel. Alors, autre exemple, je vais en rester là, sinon ça nous emmènerait trop loin et je ne tiendrai pas 15 minutes qui m'ont été accordées. L'exemple qui avait fait l'objet d'un papier dans l'UMAS, pour ça je vais passer assez vite aussi, parce que vous l'avez peut-être lu, un papier que nous avions titré pour ouvrir malicieusement rue de Valois Papers. C'était en pleine discussion de la loi de finances pour 2018, au chapitre culture et audiovisuel public, tombe, ou explose, si vous préférez, une bombe à retardement. Le premier document est même les travaux de contribution ministérielle de la culture aux travaux CAP 22, comité d'action publique 2022. Alors, ce document de synthèse confidentielle était destiné à nourrir donc le plan de refondation commandé par le Premier ministre le 13 octobre dernier, CAP 22. Notons au passage que nous n'avons que le document culture. Il n'y a pas eu de fuite dans les autres ministères. Sans doute, au vu du branle-bas provoqué par celle du ministère de la Culture, la police a été mieux faite, d'ailleurs. En tout cas, la synthèse finale globale doit sortir fin juin, c'est-à-dire bientôt. Ce rapport est une rupture totale avec les politiques publiques, même mises à mal par les précédents gouvernements. Il préconise externalisation, rentabilisation, stagnation, recul budgétaire, transformation d'agents publics en agents privés, transfert, enfin, tout ça, sous-traitance et compagnie. C'est la donnée économique qui domine, le politique est réduit à la finance et les politiques culturelles sont strictement réduites à des politiques marchandes.
que ce soit dans les musées ou les lieux de spectacle vivant. On préconise ainsi de fortes incitations à la baisse des ambitions culturelles, au prétexte d'une rotation plus rapide des spectacles, des œuvres, etc., une réponse mieux adaptée aux attentes supposées du public. Alors, Madame Nyssen, tout en s'insurgeant contre sa publication, prétend ne pas avoir validé ce document. Quoi qu'il en soit, il a déjà connu un commencement d'application, dans l'audiovisuel public notamment. Dès 2018, et dès avant la conférence de presse de Mme Nyssen qui a eu lieu lundi sur le coupe budgétaire de 50 millions d'euros. Plusieurs centaines d'emplois d'ores et déjà étaient programmés. La suppression de plusieurs centaines d'emplois était d'ores et déjà programmée. Et rappelons, cette annonce est intervenue 6 mois avant justement la conférence de presse de lundi, au cours de laquelle aucun chiffre n'a été mentionné, bien évidemment. Ils opèrent à pas de loup. Je t'ai salué Marie-Georges Buffet tout à l'heure qui auditionne dans la salle d'à côté sur le sport et qui suit très près tout ça, et qui constate, comme nous d'ailleurs, la prudence et la ruse avec laquelle ils avancent. Et ils avancent impeccablement, de manière sournoise. Voilà. Donc les chiffres qui circulent aujourd'hui, c'est que cette réforme devrait aboutir en année pleine à une économie de l'ordre de 150 à 300 millions d'euros, rien que pour l'audiovisuel public. On va en rester là parce que ce sujet mérite une journée à lui tout seul. Alors les experts du ministère sont un peu zélés: administration centrale, champ muséal, aide à la création, politique des archives, audiovisuel public, on a dit, ont été passés au crible de l'ultralibéralisme, avec comme mots-clés, nous ne les avons pas, mutualisation, rationalisation, reconfiguration, gouvernance, efficacité, synergie, mots glissants, puisqu'on va faire un atelier sur les mots à Avignon le 13 juillet. Et je pense qu'il va falloir qu'on s'intéresse sérieusement aux mots de la gouvernance. La gouvernance est en lui-même un des mots qu'il faudra interroger. Alors, nos amis de la revue du projet, qui ne s'appelait pas encore Cause Commune, avaient fait 2 petits dossiers d'ailleurs sur ce thème il y a quelques temps, quelques années. Pardon pour la parenthèse, mais le mot, c'est le mot. Je crois que le mot. Il y avait un petit dossier qui s'appelait les mots glissants et un autre qui s'appelait les mots piégés. Il faut travailler sérieusement la fonction du vocabulaire et tout ça. Mais n'anticipons pas, ça sera à Avignon le 13 juillet. Alors, 3 familles de raisons sont invoquées. Je reviens à mon bouton. La montée en puissance des collectivités territoriales qui investissent davantage dans l'animation de la vie culturelle locale, fin de citation. L'affirmation d'une autonomie croissante de ces opérateurs, on parle du ministère, notamment des grands établissements publics porteurs de politique publique nationale. Et troisièmement, la transition numérique avec ses effets sur les industries culturelles dans un monde ouvert et concurrentiel dont la régulation s'inscrit dans un cadre européen. Bon, là, on est dans un festival de langue de bois avec quand même un certain nombre de contre-vérités. Les collectivités locales, effectivement, sur le temps long, c'est-à-dire disons les 20 ou 30 dernières années, ont eu une montée en puissance très significative. Et sur le temps court, disons les 10 dernières années, depuis 2008 en gros, stagne, voire baisse. Donc cet argument est factuellement faux. Ensuite, l'autonomie croissante des opérateurs, ben, évidemment, les établissements publics sont par définition autonomes, ils ont une autonomie de gestion de leur personnel, bien sûr de leur budget, sauf qu'ils ont une mission de service public et ils sont en principe financés en partie par le consommateur, entre guillemets, et surtout par l'abondement de la puissance publique. Or, on leur demande tout simplement de baisser l'abondement de la puissance publique et d'augmenter les ressources propres et de faire un peu le ménage dans leur rente, c'est-à-dire faire appel à la sous-traitance, tout ça, etc. Troisièmement, la transition numérique et le monde ouvert et concurrentiel ouvert à la population, là aussi, ça mériterait une table ronde, au moins une table ronde supplémentaire, si une journée. Il s'agit donc du point de vue des auteurs de cette contribution de recadrer tout ce qui relève des missions traditionnelles du ministère, avec toujours le même argument, les économies, la sous-traitance au privé, le désengagement vers les collectivités locales et le recentrage de l'administration sur les industries culturelles. Je vous ai épargné une citation, parce qu'elle est un peu longue, d'Olivier Henrard, qui dans la fenêtre de tir, entre le moment où il était conseiller de Frédéric Mitterrand et il s'est fait virer par ce dernier parce qu'ils se sont disputés très fort, justement sur le sujet qu'il a vendu à Sarkozy, qui n'a malheureusement pas eu le temps, entre guillemets,
de l'accomplir. Olivier Henrard, conseiller des deux princes, du petit prince et du grand prince, avait publié un article très très long, il faisait 6 pages, 8 pages, dans la revue de la fonction publique. Il expliquait qu'il fallait désormais laisser les artistes cultureux et patrimonieux jouer dans leur cours et créer un vrai ministère des industries culturelles et du numérique. Voilà. Alors, on n'en est pas encore tout à fait là, mais ça en prend sérieusement cher. Alors là, je vais faire une grosse coupe aussi dans le contexte parce que où j'en suis. J'ai encore 5 minutes, très bien. J'ai encore 5 minutes de stream, 2 minutes par page. J'ai vu 2 pages. Oui, j'avais tout mis à l'écrit parce que comme j'ai. On ne perd pas de temps. Ça va, si tu m'interromps tout le temps. Non, mais c'est justement pour me vacciner contre les digressions que je l'avais mis à l'écrit. Alors, depuis la crise de 2008, on assiste, tout le monde a constaté, à une vraie stagnation des budgets culturels publics, avec une tendance à la baisse qui ne fait que s'accélérer, notamment chez les collectivités locales, qui sont bien évidemment tributaires de la baisse des dotations et des transferts non compensés. Les budgets culturels jouant, comme vous le savez tous, souvent le rôle de volant de régulation, variable d'ajustement, comme on dit parfois. Alors, la légère augmentation, alors ça c'est amusant à observer parce que ces gens-là sont rusés. La légère augmentation du budget du ministère de l'Agriculture pour 2018, qui est réelle, hein, sur le papier, c'est vrai, quelques dizaines de millions, je ne sais plus combien. Mais elle a été exclusivement financée, vous savez par quoi? Par une amputation de 40 millions d'euros du budget de l'audiovisuel public, c'est-à-dire de l'argent de la redevance. Ce n'est pas le budget de l'État, l'argent de la redevance, même si c'est le budget de l'État qui le gère, c'est l'argent du contributeur, du cotisant. Tous les cours des comptes et autres juridictions nationales et internationales ont bien signifié ça. C'est une escroquerie intellectuelle déjà et presque comptable. L'augmentation, on a piqué 40 millions dans la caisse de l'audiovisuel public pour augmenter un petit peu quelques lignes du ministère de l'Agriculture, mission traditionnelle. Et ce n'est qu'un début. Aujourd'hui, il s'agit de reprendre en main la télévision publique, on l'a vu tout à l'heure. C'est une préfiguration de la grande réforme à laquelle nous faisions allusion à l'instant. Alors, là je vais me diriger un peu vers la conclusion. Depuis la libération, s'est construite pas à pas une politique culturelle exigeante, diversifiée, du CNC au prix unique du livre, de la décentralisation dramatique à la création des conservatoires, la généralisation de la lecture publique. La République a inventé une politique culturelle. Le territoire s'est couvert de milliers d'équipements, petits et grands, grâce à l'effort des collectivités et des élus, parmi lesquels les communistes ont toujours été des acteurs majeurs. La Ve République a poursuivi le travail amorcé par la 4e et Jack Lang a poursuivi le chantier André Malraux, grâce notamment aux lois de décentralisation, et il faut bien le dire au passage, à un quasi-doublement du budget du ministère en 82. Alors, les gouvernements précédents n'étaient certes pas à l'abri de critiques, mais la démocratisation manquait assez souvent de démocratie. Mais ils n'ont pas toujours compris ni sérieusement accompagner les mouvements en profondeur de la société française, l'irruption des aspirations nouvelles, notamment chez les jeunes, la révolution numérique, les nouvelles pratiques culturelles et sociétales, etc. C'est ainsi que les consommations se sont diversifiées, les supports ont changé, mais les régulations qui auraient dû accompagner ces mutations n'ont pas été à la hauteur et les inégalités culturelles, ce qui nous importe en dernière analyse, ont continué à s'aggraver. Alors les 3 quinquennats avaient ouvert la voie, celui qui vient de commencer confirme et aggrave. Le système Macron, car on s'en rendra compte jour après jour, c'est véritablement un système, ne propose délibérément rien et constitue une rupture sans précédent avec l'idée de politique culturelle. L'état des lieux du ministère en témoigne, on a tous quelques amis, copains, camarades qui bossent au ministère, ils sont tous dans la déprise. L'état des lieux du ministère, aucune vision, aucune ambition, des équipes à l'abandon, une logique de rentabilité dans tous les recoins.
Et quand le spectacle vivant est invité à mieux répondre aux attentes du public, et Julie prochaine nous en parlera sans aucun doute, et qu'on pense les problèmes de l'accès des plus jeunes par le pass culture, ou la restauration du patrimoine, Jean-Pierre le disait tout à l'heure, par la loterie en question, le populisme n'est pas loin. Alors, on devrait conclure, et à mon tour, Jean-Pierre, je vais conclure par une citation, c'est l'école Ralite. Non pas de Bourdieu, mais de quelqu'un qui a été très proche, de Luc Boltanski. Le capitalisme ayant toujours dépendu dans un premier temps du développement de l'industrie, a dû se déplacer de façon à tirer le meilleur parti possible de la marchandisation d'autres objets. À mesure que les marges de profit tirées de l'exploitation du travail individuel dans les champs traditionnels tendent à diminuer, fin de citation, le champ culturel et artistique produit ces objets-là. L'histoire de ces 50 dernières années témoigne de ce conflit des conflits. Petit clin d'œil à André Tozel qui aimait bien cette expression, et si on a le temps, je vous dirai ce qu'il met derrière. Entre les forces du capital soucieuses de pénétrer en force ce marché en construction et la résistance des citoyens, de leurs élus et même de certains de leurs gouvernements. Ce mouvement a été freiné, comme en témoignent les mémorables batailles des États généraux de la culture et de Jacques Ralite, voici déjà plus de 30 ans. Il a pu contenir un temps la déferlante et a su inventer l'exception culturelle, mais il n'a pu être inversé. Et encore une citation d'ailleurs réflexionné Ralite, mais aussi Edgar Morin, mais aussi Alain Hayot, là où croit le péril, croient aussi ceux qui sont le dernier. Ainsi que s'achève. Le temps est venu pour les communistes comme pour l'ensemble des forces de transformation de notre pays de reconstruire et de remettre la question culturelle au bon endroit, c'est-à-dire à l'endroit. Je pourrais en terminer là, mais je vais quand même finir sur un truc concret. Les chantiers en cours, qui nous amènent d'ailleurs à notre convention du mois de septembre. 3 chantiers, celui de la création, celui de la démocratie culturelle et celui de la construction de la mondialité culturelle. C'est l'enjeu majeur de nos tables rondes et de notre convention du mois de septembre face à la société de spectacle et au consumérisme triomphant, mais résistible. Merci. Eugénie Dubreuil, artiste plasticienne. Mon intervention courte porte sur la nécessité de réfléchir au fond même de l'intervention de l'État dans le domaine de la culture. Puisqu'ils sont en train de travailler là-dessus, d'après ce que j'ai compris, il faut qu'on soit capable de proposer une contre-proposition argumentée, communiste, et donc c'est très complexe. Hein, depuis l'histoire de France prouve qu'il y a eu vraiment des moments très très différents. Je rappelle quand même que le grand Gustave Courbet, qui était un des militants les plus farouches de la Commune de Paris, disait que quand l'État intervient dans le goût du public, il usure sur le goût du public. Donc, c'est le mot qui l'emploie. Donc, on pourrait peut-être réfléchir à cette question. L'État n'a pas à proposer de choix culturel. Déjà, c'est une bonne base. Culturelle et artistique, non? Artistique, oui, d'accord. Et c'est une base de départ. Après, bon, il faut construire ça ensemble. Marc Lévesque, ministre de l'Éducation populaire, par ailleurs communiste en même temps, je disais que sur la... Je trouve que resituer le poids économique et ce qui joue dans la marchandisation, enfin, c'est extrêmement important et très intéressant, y compris d'avoir des chiffres qui sont donnés, qui sont précieux. Sur la question de l'intervention de Jean-Jacques, moi je suis beaucoup plus... j'ai une vision beaucoup plus nuancée et, serait compris l'histoire de la politique culturelle depuis 1945, alors avec ses limites, ses contradictions,
et surtout sur la manière de la situer par rapport à la réponse politique à apporter. C'est-à-dire que pour moi, enfin, tout à fait, enfin, il ne s'agit pas d'avoir des réponses, mais moi je pense que là, je ne suis pas certain, pour avoir des choses qui suffisent de revendiquer le retour de ce qui s'est fait, même de ce qui est intéressant jusqu'aux années 80 pour s'en sortir. Parce que je pense qu'une des... Enfin, mais après, ça ne veut pas dire que ça se nuance tout ça, mais je pense qu'une des questions clés quand même qui se pose, c'est quand même la question du rapport social qui joue dans la culture, à la fois dans la dimension de création, de production, d'appropriation, et que aujourd'hui, pour moi, une politique culturelle, et c'est tout le problème qui s'est posé aussi entre le rapport entre l'éducation populaire et le ministère de la Culture, je pense que cette question, pour moi, aujourd'hui, elle est centrale, et que si elle n'est pas placée au cœur, enfin, en gros, je pense qu'il faut beaucoup plus politiser, enfin, pas au sens d'instrumentaliser les artistes, mais politiser les enjeux culturels en relation avec cette question des rapports sociaux et de l'émancipation dans le contexte tel qu'il est là, y compris, voilà, moi je pense que c'est à la fois plus important, enfin, ça souligne d'autant plus l'importance de placer la culture au cœur, quelque part. C'est pas simplement une politique de la culture pour avoir une autonomie de création et une offre de production de moments importants et précieux, mais c'est plus, pour moi, plus fondamental que ça, et qu'y compris, on peut pas s'empêcher de poser la question du rapport social, acteurs culturels, artistes et citoyens ordinaires, quelque part. C'est juste une petite remarque qui ne prétend pas répondre à tout, mais qui méritait d'être faite. Oui. Jean-Michel Terrier, c'est juste une création très rapide sur ce que sur la remarque de Courbet, qui interpelle aussi, je crois, ce que dit Jean-Pierre et Jean-Jacques, sur en fait, l'État ne doit pas intervenir sur le goût. Or, en fait, aujourd'hui, pour que la culture, pour la création artistique devienne marché, il faut agir sur le goût, pour faire marchandise. Et c'est effectivement l'une des contradictions du capitalisme, qu'il a règle d'ailleurs, il l'a réglé, en fait, en disant, pour que la culture soit bien rentable, il faut élargir le cercle de ceux qui en sont membres. Ce qui renvoie le débat et travaux sur la démocratisation, et qu'en fait, pour gagner des auditeurs, des lecteurs, des spectateurs et faire de l'argent, il faut quelque part démocratiser un peu. Et donc, du coup, pour démocratiser un peu, pour toucher de l'argent, mais sans que la culture devienne corrosive, il faut agir sur le goût des gens. C'est-à-dire, parce que j'ai fait un article pour Cause Commune qui sortira à Lyon sur culture et divertissement. Et j'avais jamais travaillé là-dessus, sur l'un ou sur l'autre, mais ensemble. Et donc, du coup, j'ai dû travailler là-dessus. Et en fait, le capitalisme, pour dire des choses très très crûment, a besoin aujourd'hui de faire croire qu'une partie du divertissement est culturelle. Voilà. Donc du coup, voilà, il y a une confusion entre culture et divertissement, et qu'il faut faire croire aux gens que ce qu'on présente comme de la culture, c'est un divertissement et l'inverse. Et donc il y a toute une confusion des genres, qu'on voit bien avec la télévision notamment, parce que c'est effectivement l'exemple le plus quotidien et le plus probant, pour que la télévision devienne rentable en 1984, il a fallu que les gens aient assez de téléviseurs chez eux et que la pratique devant l'écran soit assez développée. Et donc il y avait deux curseurs à l'époque, qu'il fallait que deux courbes se rejoignent, celle du nombre d'appareils possédés et celle de la pratique qui est passée dans 2 heures, et en fait, en 24, les deux courbes fusionnent, et effectivement, la télé devient rentable, et donc on crée la fin, on privatise TF1, et toute la suite, vous la connaissez. Donc pour que la culture soit rentable, il faut toucher des gens, et la question de créer le goût, elle participe de ça dans le terrain du consumérisme culturel, je crois. Ok, merci beaucoup. Bon, je propose qu'on passe la parole. 2 petites choses. C'est juste pour dire à Marc que on est d'autant plus convaincu de ce que tu dis, de ce que tu viens de dire, que si on a décidé de tenir une convention sur ces enjeux-là, sur les 3 termes de leur relation, art, culture, éducation populaire, c'est précisément parce que nous savons bien que nous sommes depuis de longues années, Parti communiste, je
l'université, à la fin d'un cycle dont dans lequel Argenteuil a joué un très grand rôle, le cycle de la décentralisation culturelle tel qu'on l'a nommé, et que précisément notre problème aujourd'hui n'est pas tout simplement pas de nature nostalgique. Il ne s'agit pas de reproduire une histoire dont tout le monde sait qu'elle est en fin de cycle déjà depuis un certain nombre d'années. Voilà. Et donc la question, il y a beaucoup de questions qui sont soulevées par la réunion préparatoire à cette convention, mais la question que tu soulèves, revenir sur la fracture qui s'est opérée pendant des années, lente mais sûre, entre création, art, éducation populaire, nous oblige aujourd'hui à repenser complètement le rapport entre les deux, y compris la conception qu'on avait de l'éducation populaire. Je pense qu'il faut revitaliser un peu tout. Voilà. Il faut reposer à neuf les différents enjeux. C'est globalement l'enjeu, la raison de la démarche de la nôtre. Je voulais juste dire ça pour ne pas laisser traîner l'idée qu'on serait dans une sorte de... Voilà, je pense que tout le monde est convaincu qu'il faut inventer. Voilà. Mathieu, toutes mes excuses. Un échange avec la salle si ça vous va. Du coup, tout le monde connaît Mathieu, mais je le présente quand même. Mathieu, tu es prof à Paris 10 Nanterre, Paris-Ouest Nanterre, et tu as publié de nombreux articles sur le travail artistique et les intermittents du spectacle, et notamment un livre qui est peut-être le résultat de ta thèse, j'imagine, Les intermittents du spectacle, enjeu d'un siècle de lutte, de 1919 à nos jours, à la dispute en 2013. Voilà. Et plus important aussi pour nous, tu as suivi de près, en tant qu'expert indépendant, toute la négociation sur la nouvelle assurance chômage, et tu as vu les choses un peu de l'intérieur pour aboutir aux résultats qu'on connaît. Voilà. À toi, tu as le temps que tu veux. Je faisais partie d'un comité d'experts indépendants, mais indépendant était au sein du... C'était le comité qui était indépendant, c'était pas du tout les experts. Mais passons. Alors, je vais commencer peut-être par deux souvenirs qui me paraissent importants à rappeler ici, en tout cas d'un point de vue très subjectif. Le premier, c'est que vous vous rappelez qu'en 2016, il y a eu un accord sur les intermittents. Il se trouve que moi, j'étais auditionné par Mélenchon, qui voulait savoir, qui auditionnait un peu tout le monde à un moment donné pour, un peu comme cette configuration-ci, pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Et on venait de signer l'accord sur les intermittents, donc j'étais assez embêté, parce que c'était un peu la fin d'un cycle pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc du coup, bon, j'ai découvert ensuite que le programme de Mélenchon, c'était de généraliser le régime des intermittents à d'autres secteurs de la culture. On était arrivé là-dessus. Et ça contrastait beaucoup avec le programme qui avait été celui qui avait été mis en avant 5 ans avant, où il s'agissait de créer, je ne sais plus, 30 000 emplois permanents dans le spectacle, je ne sais plus ce que c'était exactement, mais enfin, vous voyez qu'il y avait deux philosophies assez différentes, et je me disais que de l'eau avait coulé sous les ponts entre les deux élections présidentielles, et que c'était en partie le résultat d'un processus qui était celui du mouvement des intermittents du spectacle entre 2014 et 2016. Le deuxième souvenir que je voudrais évoquer, c'est une soirée ici, en l'hiver 2013-2014, où je présentais justement le bouquin. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas que je présentais le bouquin, c'est que mon bouquin est un bouquin d'histoire, et qu'il y avait dans le public, notamment Denis Gravouille de la CGT Spectacle, et Samuel Churin de la coordination des intermittents et précaires de France. Et ces deux-là, c'était juste à côté, la salle à côté. Et ce soir-là, alors je ne sais pas si c'est passé quelque chose, mais moi j'ai compris quelque chose, c'est que ces deux organisations étaient depuis le conflit de 2003, supposément des frères ennemis, on va dire. En tout cas, il y avait de grosses tensions entre les deux, avec une CGT qui était plutôt emploi, qui défendait, qui disait il faut revenir aux conventions collectives, il faut travailler sur les conditions de l'emploi, et donc en partie aller vers
la question de la stabilisation, voilà. Et de l'autre côté, il y avait une coordination des intermittents et précaires qui se présentait comme prenant une intermittence généralisée et une socialisation via l'assurance chômage, un modèle voilà, de généralisation des intermittents du spectacle. Et ce que j'ai compris, enfin en tout cas ce que j'ai compris ce soir-là, un peu à froid, il n'y avait pas encore de mouvement social, il y a eu une discussion très intéressante entre Samuel et Denis, c'est qu'en fait ces deux perspectives, elles ne devaient pas être opposées et que c'était, et je pense que ces deux-là ont aussi compris ça à ce moment-là, et qu'il y avait, c'est comme un tennisman qui se dirait je ne fais que des coups droits ou que des revers, il y a un petit peu quelque chose de ridicule dans cette perspective. Il y avait l'idée que ces deux combats étaient non seulement compatibles, mais devaient s'alimenter l'un et l'autre. Et ça a été, il me semble, la source, enfin c'est la source de cette alliance forte entre la CGT et la CIP à ce moment-là, en 2014, c'est cette compréhension mutuelle qui a fait la force du mouvement social qui a suivi pendant 2 ans et qui a abouti à un accord signé par la CGT, par Jimmy peut-être en personne. Bon, t'as pas mis ta signature, mais c'est tout comme. Voilà, alors quels sont les enjeux de cette affaire-là? C'est un enjeu d'abord défensif. Il ne faut pas se le cacher. Le problème numéro 1, c'est un enjeu défensif, c'est que le MEDEF et la CFDT, de façon récurrente, et peut-être parfois davantage la CFDT que le MEDEF, menacent le régime des intermittents du spectacle et considère qu'il faut faire rentrer dans le rang des intermittents pour en faire des précaires comme les autres, et donc de les rentrer au régime général. Les thématiques, vous les connaissez par cœur, donc je ne reviens pas dessus, c'est le déficit du régime des intermittents qui est totalement, enfin, une construction médiatique sur laquelle je pourrais revenir si vous le souhaitez. Les abus, ça marche beaucoup, ça aussi, les abus. Comment les salariés trichent, optimisent, partent aux Bahamas une fois qu'ils ont leur 507 heures, etc. Les employeurs, parfois aussi, en prennent pour leur grade. Enfin, voilà. Donc il y a un enjeu défensif fort à avoir sur ce point. Alors pourquoi est-ce que les intermittents défendent ce modèle et pourquoi finalement c'est complémentaire avec un travail sur l'emploi permanent aussi? C'est d'abord, il me semble, parce qu'il y a une dimension très très forte, extrêmement forte de ce mouvement des intermittents du spectacle qui a mis en avant l'idée que le plein emploi de tous, de chacun, n'était pas le seul horizon désirable possible pour les salariés. Autrement dit, ils ont posé qu'il existait en France des millions de travailleurs flexibles, précaires, etc. Et que peut-être que de leur promettre autre chose qu'un CDI pour Noël, pour dans 10 ans, pour dans 20 ans, c'était une solution intéressante. C'est-à-dire de proposer un autre modèle, un modèle dans lequel on puisse, les travailleurs flexibles, les travailleurs à l'emploi discontinu, puissent avoir des droits continus et puissent être valorisés comme des salariés, avoir une sécurité de leurs ressources, indépendamment de la discontinuité de leur emploi. Et ce discours, il est très fort parce que, je m'écarte un tout petit peu des enjeux culturels, le discours dominant sur le marché du travail, c'est de dire qu'on a un marché qui est segmenté, il y a ceux qui ont un CDI, ceux qui sont en stabilité et il y a les précaires, et au fond, on dit au premier, écoutez, vous avez trop de droits, vous êtes trop stable, on va tout déréguler pour faire un peu de turnover entre ces deux segments du marché du travail. Et aux précaires, on leur dit surtout, on ne vous donne pas de droits supplémentaires parce que ce serait subventionner votre précarité, ce serait vous enfermer dans votre situation. Et ce discours-là, il est tenu non seulement par le MEDEF, mais il est tenu aussi très largement par les partis de gauche, par les syndicats, et c'est quelque chose qu'on retrouve, c'est un doute qu'on retrouve en permanence
dans la gauche politique, syndicale, etc., en disant est-ce que si on donne des droits à des intérimaires, à des précaires, à des gens qui alternent les CDD, ce n'est pas les enfermer là-dedans? Et la réponse des intermittents qui est forte, c'est de dire et alors? Est-ce qu'on peut vivre toute sa vie une vie de, je sais pas, de comédien en étant intermittent du début jusqu'à la fin de sa carrière, tout en réclamant, donc en étant dans l'intermittence de l'emploi, des projets, etc., tout en réclamant un salaire, un droit au salaire continu sur toute une carrière. Donc c'est cet enjeu-là qui est décisif, et dans un sens, c'est pas qu'un enjeu social. Je pense qu'on peut revenir sur la question de la phrase de Courbet, parce que c'est aussi un enjeu sur la définition des produits culturels. C'est-à-dire qui a le pouvoir de définir ce qu'on produit. Et de ce point de vue-là, il y a l'État, il y a le marché, donc le consommateur. Est-ce qu'on sert au consommateur ce qu'il veut? Est-ce qu'on sert à des experts étatiques, à l'État, ce qu'il entend considérer comme quelque chose de véritablement artistique, etc., avec les dracs et compagnie, ok? Ou est-ce qu'il n'y a pas un troisième terme, un terme professionnel, je dirais, où on donne le pouvoir aux professionnels eux-mêmes pour, dans ce champ de force entre ces trois pôles, le marché, l'État et les professionnels, de donner un peu de pouvoir à ces professionnels dans la définition des produits, dans la définition de ce qu'ils veulent produire. Je n'ai pas le temps de faire une grande démonstration ici, mais juste vous donner un exemple. J'avais suivi une promotion de l'ERAC, donc l'école régionale d'acteurs de Cannes, après leur sortie de l'école. Et ces jeunes gens avaient, à la sortie de l'école, fondé une compagnie. Ça va pas plaire du tout au SFA. Eux-mêmes, donc c'était pas très très compliqué de fonder une compagnie, et ils avaient décidé, sans demander l'autorisation à personne, de jouer le Calderon de Pasolini. Donc 8 personnes sur le plateau, c'est même un truc qui économiquement n'est pas tout à fait anodin. Il est évident que sans ce régime des intermittents du spectacle, c'est pas avec le public qu'ils ont eu, avec les subventions d'État qu'ils n'ont pas eu, que ce produit-là pouvait émerger. Et donc, la certaine magie du système français, c'est quand même de permettre cette émergence chez des jeunes, de pouvoir créer, de pouvoir donner leur avis sur ce qui doit être produit. Et d'un certain point de vue, ça impose aussi une expérience théâtrale aux spectateurs qu'il n'a pas forcément souhaité. Et on ne sert pas au spectateur ce qu'il a directement souhaité. Je passe, il faudrait nuancer et affiner ce constat, mais je pense qu'il y a là quelque chose qui explique l'attachement des intermittents à leur régime, au-delà de la sécurisation de leur statut social, par le pouvoir anticapitaliste et aussi anti-étatique qu'il leur donne dans la définition des produits, ce contre-pouvoir, disons. Alors, j'en viens au mouvement de 2014-2016. 2014, le MEDEF explique qu'il faut arrêter les frais et, une fois de plus, considère qu'on doit supprimer les annexes 8 et 10 des intermittents du spectacle. Quelle a été la stratégie des intermittents? Je ne vous fais pas l'historique complet, ce serait trop long parce qu'il y a eu beaucoup d'épisodes, mais globalement, je voudrais analyser la stratégie qui a été celle de la CIP et de la CGT, du comité de suivi, comme on l'a appelé plus généralement, et qui explique aujourd'hui un petit peu un certain nombre de questions. Alors, l'idée, c'était d'être à l'offensive et de proposer un autre modèle. Ce modèle, il se voulait davantage redistributif, c'est-à-dire, un de ses objectifs, c'était d'aller récupérer, on va dire, les intermittents d'intermittents, c'est-à-dire ceux qui étaient précaires, dans le sens où ils étaient parfois indemnisés, parfois pas. Ils n'arrivaient pas à faire leurs 507 heures, parfois ils arrivaient. Donc, c'était l'objectif quand même numéro 1, c'était d'aller chercher ceux-là. Et ça passait, et c'est là où il y a une question politique importante, ça passait par l'idée qu'on allait plafonner
limiter les allocations de certains des intermittents. Autrement dit, la stratégie politique qui a été menée, elle consistait à dire, au fond, au PS, on peut faire mieux dans une enveloppe équivalente. Certains même ont dit mieux et moins cher. Donc et là, on a une stratégie politique qui aujourd'hui a des conséquences fortes. C'est-à-dire qu'au lieu de dire il faut demander plus, il faut aller vers un combat pour faire reculer le MEDEF, pour demander plus de cotisations, pour je sais pas, mais poser la question d'une lutte contre les employeurs en général, je ne parle pas des employeurs du spectacle, au sein de l'UNEDIC, la stratégie c'était de dire on peut réussir à faire mieux avec le même montant. Ce qui était juste. Mais ce qui a eu pour conséquence qu'effectivement, le PS a été très attentif à la proposition, a même été très convaincu, et que finalement, c'est ce qui a été mis en place 2 ans après, en 2016, et un accord a pu avoir jour dans un système qui est celui de la loi Rebsamen, dans lequel le MEDEF et la CFDT fixent une enveloppe, disent démerdez-vous dans telle enveloppe. Donc là, ils ont demandé, je crois que c'était 190 millions d'économies sur quelque chose qui doit être de l'ordre du milliard 3, milliard 4. Donc ils avaient demandé 200 millions d'économies. Bon, en réalité, c'était que 100 millions, parce qu'ils demandaient 100 millions à l'État, passons. Mais bon, ils se contentent de faire ça, et le secteur devait, dans ce cadre-là, essayer de trouver un accord. Bon, un accord a été trouvé, qui a été signé par tous, donc par les employeurs du secteur, par l'ensemble des fédérations de la culture, du spectacle, derrière la CGT, il faut bien le dire, c'est la CGT qui était en première ligne du côté salarial. Et les résultats aujourd'hui, c'est que d'abord il y a eu cet accord qui a été présenté par la ministre de l'époque comme historique, mais aujourd'hui l'accord est mis en place et il y a des discussions internes, effectivement, du fait même, en réalité, alors pour 2 raisons. La première raison, c'est que le projet était quand même celui d'une redistribution interne. Donc le bilan, je n'ai pas les derniers chiffres que Jimmy a depuis une semaine, mais en gros, les ordres de grandeur, c'est qu'il y a, je dirais, 10 000 personnes, 10% des intermittents qui ont été repêchés. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes qui n'étaient pas indemnisées, qui étaient donc dans la plus grande précarité, c'est-à-dire le RSA ou une alternance entre RSA et indemnisation, qui se retrouvent dans le dispositif d'indemnisation grâce au fait qu'on a descendu le seuil, notamment de 507 heures en 10 mois à 507 heures en 12 mois. Donc on a récupéré énormément de monde. C'est plus compliqué que ça, il y avait d'autres paramètres, mais globalement ça récupère beaucoup de monde. Mais apparemment, les dépenses sont restées assez constantes. Autrement dit, vu qu'on indemnise 10% de personnes en plus, en gros, tout le monde a perdu, tous les intermittents ont perdu une partie de leurs allocations mensuelles. Donc on constate des pertes d'allocations qui suscitent plus ou moins de remous, notamment dans l'audiovisuel, chez les techniciens, qui râlent beaucoup d'avoir perdu une partie de leurs indemnités. Alors, je ne sais pas combien de temps j'en suis, mais enfin ça, en gros, c'est le gros du bilan de l'accord d'avril 2016. Alors, maintenant qu'on est 2 ans après, il me semble qu'on peut réfléchir un tout petit peu à la suite. Et il est clair que, d'une part, les menaces sur ce régime sont toujours plus ou moins présentes. Donc elles ne sont pas imminentes a priori, mais elles sont toujours plus ou moins présentes. Le MEDEF et la CFDT n'ont aucune raison d'enterrer la hache de guerre et de ne pas attendre patiemment la prochaine fois pour réussir à venir à bout des années 10. Par ailleurs, on a une réforme plus générale de l'assurance chômage qui pose des questions assez graves, dans la mesure où la CSG en place
la cotisation salariale et que ça induit symboliquement, politiquement, un affaiblissement de la partie salariale dans la négociation. C'est-à-dire que le paritarisme qui advient, c'est plus tellement un paritarisme qui était déjà pas terrible entre des salariés et des employeurs, mais ce sera plutôt un paritarisme entre des employeurs et l'État, et le gouvernement. D'une certaine manière, c'est eux qui vont avoir davantage les clés. Et le risque est fort d'aller vers un modèle d'assurance chômage de type britannique, dans lequel on est sur un forfait. Les chômeurs britanniques touchent 76, je crois, 75 livres par semaine, 75 €, je ne sais plus, enfin, en tout cas, rien, pas grand-chose, ça fait 300 € par mois, de façon forfaitaire. Donc, ça veut dire qu'on peut vraiment avoir des reculs sur l'ensemble de l'assurance chômage qui menace directement aussi celui des intermittents. Alors, voilà pour les périls, mais il me semble que à court terme et à long terme, il faut aussi réfléchir, et si j'ai bien compris, c'est le sens de vos interrogations, à aller de l'avant et améliorer la situation. Il est clair qu'être intermittent du spectacle aujourd'hui, même après une victoire de la CGT et d'un accord signé par la CGT, c'est très très loin d'être le paradis. Donc, non mais voilà. Mais ce qui ne veut pas dire, à mon sens, qu'il faille réduire le champ de l'intermittence, mais qu'il faille au contraire renforcer les droits des intermittents. Juste un truc, une banalité que je voudrais rappeler sur les intermittents, même ceux qui vont très bien, même ceux pour qui professionnellement tout se passe très bien. La distance en temps qui les sépare à cause d'un accident de la vie du RSA, elle est minime. Il suffit d'un accident pour un technicien, je sais pas, un technicien du cinéma, il lui arrive un divorce, un décès, je sais pas quoi, n'importe quelque chose qui le bouleverse dans sa vie, il se retrouve potentiellement 12 mois après, ou 10 mois après, il se retrouve au RSA. Parce qu'il n'a pas ses heures, parce que ceci, parce que cela. Ce qui n'est jamais le cas des autres salariés qui, eux, tombent au chômage. Les salariés en CDI, ils tombent au chômage. Et une fois qu'il est au chômage, il tombe au RSA. Mais donc la distance qui sépare le salarié en CDI du RSA par rapport à celle la distance entre l'intermittent et le RSA, c'est pas la même. Et donc, de ce fait-là, je pense qu'on peut réfléchir à sécuriser davantage le régime des intermittents à court terme, réfléchir aux moyens qu'il y a, pas forcément de dépenser davantage, mais de sécuriser, c'est des revendications qu'il y a des cours à la CGT, en fonction de l'âge, en fonction de la carrière, pour justement lisser dans le temps les accidents de carrière et les droits. Et à plus long terme, alors je ne sais pas s'il faut faire la révolution ou pas pour faire ça, il y a des choses qui seraient intéressantes à réfléchir autour de la réactivation d'un projet qui avait eu cours dans les années 80 au SFA, qui était celui de Robert Sandré, qui lui considérait qu'au fond, il ne fallait pas, et c'était pas idiot, hein, c'était vraiment pas idiot, il ne fallait pas distinguer trop le chômage, les revenus du chômage et les revenus de l'emploi. C'est-à-dire qu'il avait pensé à un système dans lequel tout ça était plus intégré, où c'était négocié dans un seul mouvement, où les choses étaient réfléchies d'un seul tenant, et pas un coup avec le MEDEF pour l'assurance chômage, un coup avec le syndicat pour la convention collective, voilà. C'était un système dans lequel tout était pensé d'un seul tenant, les revenus étaient pensés d'un seul tenant. Et ce qui me faisait penser à Robert Sandré, c'est qu'au fond, aujourd'hui, les réformes qui ont cours avec Macron, mais avec Hollande aussi avant dans le champ de la protection sociale, tentent à créer des comptes personnalisés d'activité, comptes ceci, comptes cela, qui tous s'appuient sur des technologies nouvelles, la capacité d'avoir des plateformes, d'avoir des suivis informatiques, etc. Mais toutes ces technologies, au fond, ont un seul usage qui est assez sidérant, c'est qu'on crée à partir de ces technologies des systèmes extrêmement archaïques. C'est le projet de retraite qui est en cours aujourd'hui, qui va consister
a créé une grosse tirelire. Un système par points. Donc la tirelire, c'est quand même la technologie la plus bête qui soit, hein, on est d'accord. Et alors là, on a des systèmes informatiques extrêmement développés, Internet, ce que vous voulez, et on va faire une tirelire, un système par points dans lequel chacun va cotiser, va mettre ses petits sous et va les récupérer de manière très individualisée le jour de la retraite. Et tout est comme ça, c'est-à-dire qu'on a des moyens techniques extraordinaires de penser un salaire socialisé, de penser des possibles nouveaux dans la distribution économique, et on ne s'en saisit pas. Donc, la proposition à laquelle je réfléchis, et à laquelle je vous invite à réfléchir, c'est celle dans la lignée des idées de Bernard Friot, mais pas tout à fait à la manière de Bernard Friot, qui est la socialisation totale du salaire, par un moyen assez simple, qui est l'usage de ces plateformes, de l'usage de ces comptes, pour centraliser en un point donné les salaires de tout le monde, autrement dit, empêcher les employeurs de payer directement les salariés, mais de passer par une plateforme, passer par la plateforme salaire, qui permettent dans cette plateforme une politisation de la distribution. Autrement dit, de dire, bon, je pourrais passer une heure, hein, mais un, supprimer l'argent liquide qui ne sert à rien, et deux, qui sert qu'à justement petits arrangements archaïques, à l'échange marchand tout à fait archaïque entre des individus, et passer par un point central et demander aux employeurs de ne plus payer directement leurs salariés, mais de payer un abonnement salaire, un abonnement travail, un abonnement je ne sais pas quoi, au sein de cette plateforme, et de faire en sorte que la distribution du salaire soit ensuite délibérée de façon à assurer une sécurité à chacun. Et voilà. L'enjeu qui est derrière tout ça, enfin, qui m'amène à tout ça, c'est la critique de, et puis je m'arrête là parce que je vais être trop long, la critique du travail marchandise justement, et dont l'expression la plus simple, c'est le fait de payer les personnes à l'heure, et de trouver ça normal. Personne ne trouve normal de payer une tonne de pommes au prix du kilo de la pomme, de 1000 kilos de la pomme. Tout le monde considère qu'en payant gros, par exemple, on a un rabais. Mais tout le monde trouve normal que 1000 heures de travail, ça vale 1000 fois une heure de travail. Et ça m'a toujours choqué, notamment pour une raison simple, c'est que les plus précaires, les salariés les plus flexibles, la femme de ménage qui va à droite, à gauche, qui fait 2 heures par-ci, 2 heures par-là, etc., et qui est payée au SMIC, si elle arrive au salaire minimum mensuel, c'est un exploit pour elle. Parce qu'elle a réussi à réunir 35 heures dans la semaine en allant à droite à gauche. Pourquoi serait-elle payée le même tarif que son homologue qui travaille 35 heures par semaine dans une seule entreprise avec un CDI? Voilà, ce genre de questions, mais il y en a plein d'autres des questions, pourraient être délibérées à un endroit, et ce n'est jamais le cas aujourd'hui. Et il me semble que, en partant du système des intermittents du spectacle, en repartant de la proposition cendrée qui était beaucoup plus intégrée, on peut réfléchir de façon beaucoup plus politique aux revenus en France et à cette occasion aux revenus notamment des intermittents du spectacle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Fort intéressante, mais moi j'ai pas tout compris. Oui, moi non plus. Mais oui, moi je veux bien me lancer. Souvent de questions, Jean-Jacques. Souvent de questions. Allez. Non, mais moi je suis comme Mathieu, je ne suis pas toujours d'accord avec moi-même. Mais je voudrais te poser, la question que je voulais te poser, c'est par rapport à la référence que tu viens de faire à Bernard Friot et au système de salaire à vie, que j'appellerais volontiers salaire universel. Mais là, quand tu préconises la socialisation sociale des salaires par l'intermédiaire d'une plateforme, est-ce que tu conditionnes ça, comme Bernard, à l'accomplissement total de la socialisation complète des rapports de production, ou est-ce que tu penses qu'il est possible d'expérimenter ça dès maintenant? Je réponds tout de suite. Oui, je pense justement par rapport à moi, la critique que j'ai par rapport à Bernard. Enfin, mais c'est une critique un peu stratégique, c'est-à-dire, et je pense que c'est des débats qui doivent aussi vous animer au sein du
PC, c'est qu'au fond, la stratégie de Bernard, depuis, on va dire, 5-6 ans, depuis qu'il est retraité, c'est que... mais c'est pas tout à fait... c'est pas tout à fait sans lien. C'est qu'il ne s'adresse pas tout à fait aux mêmes personnes. C'est-à-dire qu'auparavant, il était universitaire et il s'adressait plus largement à un public plus large. Aujourd'hui, il s'adresse à un public militant, ce qui est assez différent. Et donc, il a un propos qui est plus clair et qui est un choix de passer d'abord, de mettre d'abord la lutte des classes comme préalable à tout. Et de dire, au fond, on ne peut pas faire le salaire socialisé, on ne peut pas discuter de salaire socialisé sans d'abord socialiser l'investissement, créer une cotisation, etc. Donc, voilà. Et donc, en affirmant clairement, fièrement, une proposition communiste. Le problème de ça, je ne suis pas membre du Parti communiste, je vois ça un peu de l'extérieur. Le problème, quand on fait ça, c'est par rapport au reste du monde. C'est-à-dire qu'il a éventuellement une écoute dans les militants communistes, mais ça peut avoir aussi un effet rebutant pour d'autres, pour de non-communistes. Alors que la magie de la socialisation, de la construction de la protection sociale, telle que Bernard le présente, c'est de ne pas avoir été porté que par des communistes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas que Thorez, non, bon, c'est un trou de mémoire horrible. Peu importe. Cachan. Croizat. Non mais Thorez pour le statut des fonctionnaires, Croizat pour les conventions collectives d'une part et la sécurité sociale. C'est pas que ces acteurs-là qui ont joué. Évidemment, ils ont joué un rôle majeur, mais le Parti communiste n'a pas été au pouvoir pendant 60 ans, depuis 1945, et malgré tout, il est resté dans la sécurité sociale, une forte socialisation et des éléments anticapitalistes que, aujourd'hui, la gauche, en général, défend et qu'elle a raison de défendre. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'une stratégie moins directe peut avoir, à mon sens, du succès dans un public plus large, et de poser la question de la justice des salaires avant de poser la question de la lutte des classes de manière aussi abrupte dans un premier temps, eh ben ça amène à réfléchir à des questions, ça amène à réfléchir au fond, ce qui est quand même le truc le plus arbitraire aujourd'hui qui soit, c'est-à-dire qui gagne quoi. Pourquoi, comment, pourquoi un instituteur gagne moins qu'un plombier, pourquoi... c'est des questions, il n'y a pas besoin d'être communiste pour se poser ce genre de questions. Tout le monde se pose ce genre de questions. Donc rentrer par cette question-là et dire, au fond, il faut remettre de l'ordre dans tout ça, et remettre de l'ordre, ça peut passer par une délibération politique, il faut politiser les choses, et donc avoir un support pour politiser, ça peut être une plateforme, ça peut être une distribution autre des salaires. Je pense que c'est une bonne entrée pour favoriser la croissance d'un financement anticapitaliste, parce que une fois que tout sera passé par une plateforme, le rêve de Bernard Friot de socialisation intégrale des salaires et de cotisation à 100%, il est réalisé. Voilà. Donc, on n'a pas dit lutte des classes, mais on a quand même réalisé quelque chose qui crée les moyens, disons, d'une démocratisation économique extrêmement forte. Bon, on est sur du très long terme. Un autre élément de différence avec Bernard, c'est que je trouve que Bernard a le système un peu complet. Alors que moi, justement, c'est là où je disais, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, c'est de dire qu'à un moment donné, l'idée c'est de favoriser la démocratie économique. Favoriser la démocratie économique, ben, il y a la démocratie quand même. Donc c'est pour ça que moi, par exemple, j'étais très peu favorable à l'idée que défendaient les intermittents, qu'il fallait être plus redistributif, etc. Je trouve ça un peu bizarre, parce que j'étais très attaché à
l'idée que dans l'assurance chômage, on maintient les salaires qu'on avait préalablement. Bon, il se trouve que le mouvement social s'est attaché à défendre un autre modèle. Je trouve ça très bien parce que simplement, il y a un aspect de démocratie là-dedans. Ça a été délibéré, ça a été discuté entre différentes forces politiques. Ils ont trouvé que c'était ça qu'il fallait faire. Très bien, moi, c'est pas ce que j'aurais fait. Mais ce qui est beau dans cette affaire-là, c'est qu'il y a eu une délibération politique et une réalisation de l'objectif qui a été posé collectivement par ces forces politiques. Merci beaucoup. Oui, alors vas-y, allez-y. Oui, donc la question que je pose, c'est cette plateforme. J'ai vu qu'il y avait une réédition de livre d'Orwell sur le 1984. Il n'y a pas une dimension qui est... j'ai bien entendu et l'idée qui est la question qui a le droit de définir le produit culturel, qui a le droit de dire ce qui est culture, État, marché, et puis ça a été revendiqué pour les professionnels avec le statut d'intermittent comme marge de liberté. Alors, dans le système d'une plateforme où se trouverait la marge de liberté pour des professionnels de dire ce qu'est un produit culturel. Peut-être on prend une autre question avant de... Oui, moi je voudrais poser une problématique concernant les artistes, mais je ne sais pas si c'est le moment. Parce que là, on est parti sur quelque chose. Tout le monde te connaît, mais il faut Comment quand même diffuser. Oui, pardon. Jean-Robert Franco, donc je suis artiste visuel, j'utilise surtout la photographie. Donc là, évidemment, on est parti dans des questions extrêmement générales, pratiquement de sécurité d'emploi. Mais je voudrais poser une question très spécifique concernant les artistes qui ne travaillent pas vraiment pour un public, qui ne sont pas dans des structures comme justement les artistes plasticiens, les artistes visuels, etc. C'est toujours une question un peu embarrassante parce qu'on ne peut pas la traiter, vous voyez, comme on peut traiter d'infrastructures collectives qui s'adressent à des publics, etc. Mais moi, ma préoccupation, puisqu'il s'agit d'innover et de ne pas simplement tomber dans la nostalgie, c'est de se demander si, au-delà des questions sociales, par exemple de protection sociale des artistes, des ateliers d'artistes, qui est une question extrêmement importante. Moi, je suis très content d'en avoir un. J'ai un atelier d'artistes, atelier logement de la ville de Paris. Ça me sauve la vie et ça me sauve mon activité d'artiste. Donc, c'est extrêmement important. Mais je voudrais aller au-delà. Il y a quelque chose qui me chagrine beaucoup, qui me tourmente en ce moment, c'est que je suis obligé de courtiser les riches, vraiment, pour vivre. Alors, est-ce que ça a toujours été comme ça, finalement, pour les artistes visuels, on va dire? Est-ce qu'on est condamné à cette situation ou est-ce qu'on peut faire un peu autrement? Alors, évidemment, il y a des achats publics. Moi, j'ai des achats du Fonds national d'art contemporain, de DRAC. J'ai même une œuvre dans la collection du Centre Pompidou. C'est bien parce que c'est un signe de reconnaissance, on peut dire, mais ça ne correspond absolument pas à une réelle diffusion d'un travail. Alors, est-ce que, en tant qu'artiste, on est condamné parce qu'on est obligé de vendre les œuvres à un certain prix qui n'est pas forcément accessible au grand public, à tout le monde, et pourtant, c'est pas qu'on soit forcément bien riche, hein, sauf pour quelques artistes, évidemment, qui sont dans le marché international. Encore. Donc, je me demandais si on pouvait envisager, je ne sais pas, hein, parce qu'on est un peu dans l'utopie ici, de dépasser cette sorte de fatalité pour les artistes, je parle des artistes individuels plasticiens, de se vendre aux riches. Parce que moi, je suis obligé de le faire, je courtise éventuellement des catégories professionnelles, voilà, pour pouvoir vendre mon travail. Alors, est-ce que, déjà, par exemple, le
vendre les entreprises, ça serait déjà un progrès. Parce que les entreprises, c'est quelque chose de collectif. Ça. Les uns pourraient profiter d'un grand nombre de personnes. En France, les entreprises achètent assez peu des œuvres d'artistes. Alors, est-ce qu'il y aurait un moyen, pas forcément d'une obligation, mais une facilité pour des entreprises d'acheter des œuvres à des artistes? Aujourd'hui, la réaction des chefs d'entreprise, c'est de dire oui, mais si on achète des œuvres d'artistes, ça veut dire qu'on gagne trop d'argent et qu'on ferait mieux peut-être d'augmenter les salaires, etc. Il y a une sorte de sentiment de cet ordre. Je l'ai entendu. Hein, est-ce qu'il y a d'autres moyens? Je sais bien qu'il y a quelques achats, quelques interventions d'artistes qui peuvent se faire dans le cadre de construction, d'architecture, etc. Et est-ce qu'on peut arriver finalement à sortir de cette tragédie pour des artistes d'avoir forcément à faire la chasse aux riches pour pouvoir vendre son travail? Mathieu, tu veux répondre là-dessus sur, je sais pas, peut-être nous expliquer s'il y a les auteurs et les indépendants. La première chose, c'est la salarialisation. C'est sûr que le fait d'appartenir au salariat ou pas, c'est le clivage qui a de fait mis de côté les auteurs, les plasticiens, dans notre monde, quoi. Dans le monde des droits d'auteur, dans le monde de la vente directe de la marchandise, de ne pas avoir d'employeur, etc. Cette frontière n'était pas si évidente que ça historiquement. Je pense notamment à une grève en 1919, une grande grève en 1919 dans le spectacle, où, je ne suis pas de plasticien, je suis désolé, je réponds un peu, je ne pas en touche, hein, mais où la CGT réclamait que les auteurs jouaient et la carte à la CGT. Donc c'était un système de close shop, dans lequel au début, évidemment, tous les comédiens devaient être syndiqués à la CGT pour avoir le droit de jouer, tous les metteurs en scène ou équivalents devaient être à la CGT, et puis à la fin, la revendication, c'était de dire les auteurs aussi doivent être syndiqués à la CGT pour avoir le droit d'être joués dans les théâtres. C'était la clause numéro 1 c'était la clause numéro 1 de la convention collective de l'époque, pas une convention collective, mais un contrat type, etc. Mais pourquoi je dis ça? On n'a pas le micro, je vous demande un peu d'autodiscipline. Pourquoi je dis ça? Parce que ça montre quand même un tout petit peu que cette histoire de salariat ou d'indépendance de l'autre côté, elle s'est construite historiquement, et qu'il n'y a pas que des raisons ultra objectives qui ont conduit à ce système. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir d'autres frontières, on aurait pu avoir des comédiens totalement freelance, indépendants, ça aurait pu exister. Et inversement, je me demande dans quelle mesure les artistes plasticiens et toute la galaxie des auteurs qui sont dans l'indépendance n'auraient pas pu aussi bénéficier, sous certaines conditions dérogatoires, d'une intégration au salariat. Ce qui est en partie le cas avec la Sécu, puisqu'il y a la Maison des artistes, etc., qui, de fait, a reconstruit des droits pour les artistes sur le modèle du salariat. Bon, j'ai bien conscience de ne pas répondre directement à la question, hein, parce que là, on est parti dans deux univers qui sont quand même radicalement différents d'un point de vue institutionnel, du point de vue des rémunérations, du point de vue de la façon dont la question de réintégrer, et c'est pour ça que je n'avais pas bien compris non plus, très sincèrement, la revendication de Mélenchon, de dire tout cela, on va faire des intermittents de spectacle. C'était dit comme ça, mais je n'ai jamais compris ce que concrètement ça pouvait vouloir dire, comment... voilà, bon, après c'est peut-être mon incompréhension aussi. Merci beaucoup. Je vais la parole d'abord. Moi, je m'appelle Blanche Marin, je suis artiste et peintre. Donc ma question s'inscrit dans le débat qui a été posé par mon voisin, c'est-à-dire est-ce que l'art, pour les artistes, doit-il nécessairement passer par un marché qui est celui des riches, bien évidemment. C'est une question qui traverse l'histoire. Hein. Si on connaît Léonard de Vinci, c'est qu'ils ont été financés par les peintres. Mais bon, moi je suis communiste, donc et puis l'objet de la réunion, c'est aussi ça.
C'est-à-dire quels sont les moyens qu'un parti communiste peut dégager de manière à ce que l'art n'appartienne pas aux riches. Voilà. Parce qu'il y a aussi une question qui est très prégnante sur Paris. Voilà. Parce que moi, par exemple, j'ai commencé à peindre en Provence. En Haute-Provence, on vous demande de venir dans les villages, on vous ouvre les portes pour mettre vos tableaux. Voilà. À Paris, c'est pas tout à fait ça. Hein. Les galeries d'art, c'est un marché, c'est pas accessible. Et en Provence, ça commence à changer. Ça coûte plus cher que ce que ça rapporte. Voilà. Et on ne se fait pas tellement connaître. Voilà. Donc ça, c'est quand même des questions qu'il faut qu'on dégage. Oui. J'ai une petite réponse à faire par rapport à ça. C'est pas seulement une histoire de marché, mais de vraie politique culturelle. Pour le coup, c'est une décision politique qui peut impacter une réponse que vous êtes en droit d'attendre. J'ai un ami qui s'appelle Jean Hensmenel qui vient de faire un projet. Il a eu énormément de mal à le faire. Et ça a eu lieu au mois de mai, donc le mois dernier, à Strasbourg, qui s'appelait l'Industrie magnifique. Il est allé voir, alors ça demandait un militantisme acharné, de convaincre des industries de prendre un parcours accompagné avec un artiste, qui au final, l'industrie achète une œuvre de l'artiste qui est faite pour occuper la ville de Strasbourg et faire une sorte de galerie à ciel ouvert sur toutes les places de Strasbourg. Et cette entreprise magnifique a eu énormément de mal à voir le jour, mais a été un succès phénoménal. C'est-à-dire que non seulement les gens étaient totalement séduits par le fait de relire le mot entreprise autrement, avec ce mot magnifique qui lui était accolé, et la rencontre des artistes avec le milieu de l'industrie elle-même était très très riche. C'était très intéressant et c'était hors récupération politique quelle qu'elle soit. C'était vraiment un projet personnel de Jean Hensmenel qui est auto-entrepreneur lui-même. Bref, il faudrait se préoccuper un petit peu de ce genre de choses aussi.